Jean-Paul Chaliolot, nous sommes donc au 9e jour de l'offensive israélienne au Liban, plus de 300 morts déjà. Jusqu'où cela peut-il aller? Jusqu'où les Américains le voudront. Je crois que c'est la réponse la plus simple. En réalité, nous sommes dans une espèce de logique militaire qui n'a pas de sens parce qu'on ne résout jamais un problème politique, surtout de cette ampleur, cette complexité, par des moyens militaires. On a vu des exemples il y a 10 ans, il y a 20 ans, en 96, en 1982, lors de l'invasion israélienne au Liban. Et malgré ça, on oublie que ça ne peut pas se faire par des moyens militaires. Comme les Américains ont cette espèce d'aveuglement, car il n'y a pas d'autre terme, comme ils l'ont fait en Irak. On voit la situation en Irak où il y a maintenant, d'après l'ONU, 100 morts par jour, un chaos pas possible. Bon, donc on veut aller jusqu'au bout d'une logique de force qui ne mène nulle part. Donc ça peut durer encore 10 jours, 15 jours. Ça n'a pas de sens et par conséquent, il n'y a pas de fin programmable ou prévisible. Est-ce qu'on peut imaginer que le soutien de Washington, le soutien traditionnel, aujourd'hui, Washington veut aussi obtenir la fin, la liquidation des membres du Hezbollah? Obtenir la liquidation d'un groupe qui serait un groupe situé, limité, qui ne serait pas ancré dans une réalité nationale, on pourrait l'envisager d'un point de vue militaire. On encercle, et puis on tue, on détruit. Ça peut être une politique. Mais là, nous sommes dans un cas de figure complètement différent. Quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir du Hezbollah, la réalité, c'est que il représente les chiites, c'est-à-dire la majorité relative des Libanais. C'est la communauté la plus importante au Liban. Et les chiites se retrouvent derrière le Hezbollah. Le Hezbollah est ancré nationalement. Il a des députés au Parlement. Il a des ministres au gouvernement. Donc c'est une organisation politique nationale. Donc ça n'a pas de sens de vouloir l'éradiquer. Par contre, ça aurait eu beaucoup de sens de négocier et de voir les problèmes de fond d'un point de vue politique et non pas d'un point de vue militaire. Mais politiquement, le problème est réel puisque le Hezbollah est classé parmi les organisations terroristes par Washington et par la plupart des capitales. Donc comment négocier, comment le démembrer? En dépassant tout cela, parce que de toute façon, juste un mot pour vos téléspectateurs, l'origine du Hezbollah. Posons la question très simplement. C'est en 1982. Pourquoi? Parce qu'il y a une offensive israélienne terrible qui a fait 20 000 morts à l'époque, 20 000 morts, qui ensuite s'est installée dans tout le sud du pays avant de ne le quitter que en mai 2000. Et qui a été le fer de lance de la résistance libanaise? Le Hezbollah. Bon, voilà. Et le Hezbollah a une légitimité populaire très importante, alors qu'on le qualifie ici ou là de terroriste par les moyens qu'il peut utiliser, on peut l'accepter, bien entendu, ça peut paraître tout à fait logique, et moi j'ai pas d'objection à ça, mais la réalité politique elle est autre, elle est très, très importante, et de plus aujourd'hui, malgré le fait que le Hezbollah a entraîné le Liban dans cette guerre, et que les Libanais souffrent, il n'empêche que les Libanais sont solidaires maintenant de cette affaire, parce que c'est eux qui souffrent dans des conditions absolument atroces. En tout cas, notamment dans de nombreuses parties, je pense à Baalbek, au sud du Liban. Partout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement libanais, le Liban en général, est otage du Hezbollah, comme il a pu l'être de la Syrie? Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il est otage du Hezbollah. Il y a eu effectivement une provocation du Hezbollah qui a entraîné cette situation. On va rappeler que c'est un double enlèvement de soldats israéliens. Bien sûr, enfin, un double enlèvement de soldats. D'abord, ce sont des soldats. Et puis, cette destruction complète d'un pays. Vous avez actuellement, ce matin, c'est 300 morts. Peut-être que maintenant, on est à 350, je ne sais pas. Il y a des centaines de blessés. On a vu dans vos reportages des milliers de réfugiés. Il y en a 500 000 aujourd'hui sur une population, il faut le rappeler, de 3 millions. 500 000 sur 3 millions. Voilà, 1 sur 6. Bon, c'est quelque chose de terrible. Et toutes les infrastructures qui n'ont rien à voir avec les questions militaires. Par exemple, j'étais avec des Libanais hier, la principale usine de fabrication de lait qui ravitaille environ 70% du Liban, a été détruite complètement, et on pourrait multiplier les exemples. Tout ceci est absurde et va se retourner forcément contre Israël. On ne va pas supprimer le Hezbollah, mais par contre on va créer beaucoup de frustration, d'envie de vengeance tout simplement. Donc c'est très grave ce qui se passe. Qu'est-ce qui peut stopper ça aujourd'hui? C'est l'intervention d'une force sous contrôle de l'ONU? Je le répète, les seuls qui peuvent donner leur feu vert un feu rouge, si je puis dire, ce sont les États-Unis. À partir de là, enclencher quelque chose. Mais comme les États-Unis sont dans un espèce d'aveuglement total, que depuis 5 ans, ils n'ont pas de politique au Proche-Orient qui soit en dehors du recours à la force de manière aveugle, eh bien, on va continuer à aller comme ça. Donc, si on arrête tout ça dans une semaine, le Liban sera complètement détruit. Déjà, il l'est, n'est-ce pas? Donc, dans quelle situation on va retrouver le Liban? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour ensuite reconstruire le Liban? Et pendant ce temps-là, ne l'oublions pas, à Gaza, il se passe la même chose. Aujourd'hui ou hier, le ministère palestinien des Affaires étrangères de Gaza a été réduit en miettes et il y a eu des dizaines de morts. Donc tout ceci est une absurdité parce qu'on pense que la force ne résout jamais un problème politique, jamais. On parlait du soutien américain envers Israël. Que peut-on dire de l'attitude de la Syrie et de l'Iran envers le Hezbollah? Et est-ce que ça peut amener une déstabilisation régionale, une théorie de domino? Je pense qu'actuellement Israël en plus fait le jeu de la Syrie.
parce que pour la Syrie, c'est une sorte de pain béni, cette affaire. La Syrie qui ne s'exprime quasiment pas. Bien sûr, parce qu'au fond, elle a été contrainte de quitter le Liban, ce qui était une bonne chose, mais au fond, elle ne l'a jamais accepté. Donc là, elle peut prétendre à montrer son importance et son rôle incontournable, puisqu'elle s'en va et c'est le chaos. Donc il y a là une instrumentalisation de la situation, une instrumentalisation relative du Hezbollah. Donc il faut quand même souligner, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre de leaders du Hezbollah, c'est des gens qui sont très pragmatiques et qui sont des gens qui certainement ont les soutiens syriens et iraniens, c'est sûr, mais qui ont une capacité de décision autonome incontestable. Certains disent aussi que l'Iran profite de cette crise libanaise pour se faire un peu à l'écart, alors qu'elle était mise en cause dans d'autres dossiers. Bien sûr, pour l'Iran, qui a vocation à devenir une puissance régionale incontournable, et qui l'est déjà, pour elle, ce qui se passe aussi est tout à fait intéressant, parce qu'elle est en retrait et voit ce qui se passe et peut par conséquent peser davantage. Et l'Iran a évidemment une capacité de nuisance très, très forte. Et ce qui se passe ne peut que la soutenir dans cette dimension de puissance de nuisance, ou en tout cas capacité d'intervention indirecte en Irak, au Liban, partout. Qu'est-ce qui peut expliquer l'absence totale d'accord international aujourd'hui ? Écoutez, c'est simple, une fois encore, les Français et bien d'autres voudraient arrêter tout cela. Villepin à Beyrouth a dit une chose très forte, il a dit il faut qu'il y ait un règlement global, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a une déstabilisation comme ça ? C'est parce qu'il y a des territoires occupés en Cisjordanie, à Gaza, les Palestiniens sont entièrement sous domination militaire, il y a 3 millions de personnes, donc tant qu'on n'aura pas traité ces questions, on n'aboutira à rien. Or aujourd'hui les Américains ne veulent pas. Donc je pense que vraiment tant que les Américains mettent leur veto à tout cela, y compris juridiquement par le droit de veto qu'ils peuvent utiliser en Conseil de sécurité, on va rester dans cette situation terrible pendant encore plusieurs jours et peut-être plusieurs semaines. Est-ce que le plus frappant aujourd'hui, ce n'est pas la totale impuissance du gouvernement libanais ? Le gouvernement libanais, c'est un gouvernement d'un consensus un peu difficile, parce qu'il y a toutes les communautés, qui est toujours dans une fragilité intrinsèque. Son armée n'en est pas vraiment une. Il y a beaucoup de chiites, donc beaucoup de pro-Hezbollah, il y a beaucoup de pro-chrétiens. Donc c'est un État fragile. Or, c'est justement un État fragile qu'on est en train de casser. Alors que c'est un État qui commençait, notamment d'un point de vue économique, politiquement et économiquement, à remonter la pente. Et c'était vraiment un tournant pour ces dernières années, j'étais encore il n'y a pas très longtemps, un tournant où on sentait que le Liban repartait. Et là, en l'espace de 24 heures, pas 8 jours, mais 24 heures, tout est fini. Les Libanais sont complètement meurtris sur tous les plans. Vous parliez de l'engagement français, notamment la visite de Dominique de Villepin. On a l'impression que pour les Libanais, la France est importante. L'Europe peut-elle aussi jouer un rôle ? La France est importante, mais elle n'a pas les moyens d'agir. On l'a bien vu. Donc l'Europe ? Donc l'Europe est molle. Elle n'a plus de politique depuis l'élargissement et l'absence d'institutions. Donc on est dans une espèce d'État où chaque État européen joue sa carte. Et il y a beaucoup d'États européens qui jouent la carte américaine, à commencer par la Grande-Bretagne. Par conséquent, la France a des positions relativement fortes, mais pas les moyens de la mettre en œuvre. Et l'Europe n'est pas un relais aujourd'hui, en tout cas, pour relayer cette position française. Est-ce qu'au fond, le Liban intéresse quelqu'un, à part les Libanais ? Je crois que ça intéresse beaucoup de monde, mais on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Je crois que ça intéresse beaucoup la France, ça intéresse beaucoup d'Européens, mais qui n'a plus la capacité politique d'intervenir. Et ce qui est absolument effrayant, c'est de voir cette lâcheté, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, de la communauté internationale, pour une part d'entre elles, et l'aveuglement, en particulier des Américains, et les bons spécialistes américains, je lisais encore dans la presse américaine, essayer d'alerter le gouvernement américain qu'il change sa politique, car ça nous emmène, pas simplement au désastre immédiat qui est déjà terrible, mais ça nous produit les violences de demain. Justement, c'est la question que j'allais vous poser pour terminer. Au vu de ce qui s'est passé au Liban depuis 30 ans, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, comment voyez-vous les prochaines semaines, les prochains mois ? Écoutez, les logiques sont simples. On est en train... je vais répondre par une anecdote. Il y a une personne que je connais indirectement qui rentre chez elle du côté de Beyrouth, qui trouve sa maison complètement écrasée avec ses enfants morts et sa femme morte. Bon, ce personnage, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce que vous croyez qu'il va rester inerte si un jour on lui demande de participer à un commando suicide? Peut-être qu'il le fera, j'en sais rien. Autrement dit, on secrète les vengeances à venir, par conséquent les violences à venir. Et rappelons d'un mot, le Hezbollah a été créé au lendemain et en raison de l'invasion israélienne au Liban en 1982. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnolot. On va se quitter sur cette dernière anecdote. On suivra bien évidemment avec vous la situation au Liban et au Proche-Orient. Merci donc d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé 5 Monde.